montrer peut-être dans un premier temps, rapidement, les principales évolutions, les principales transformations du travail et du monde du travail, ce qui permettra du coup de faire un zoom sur les demandes exponentielles de psy, et je dis bien de psy et pas nécessairement de psychologue du travail, dans le monde du travail aujourd'hui, et peut-être du coup considérer qu'il y a là des enjeux essentiels pour ce qui concerne notre métier dans ce secteur d'activité, puisque je pense qu'il nous faut considérer que toutes ces demandes constituent sans doute des opportunités, pas simplement des opportunités d'emploi pour des psychologues en mal d'activité professionnelle, c'est des opportunités aussi de développement du métier, des opportunités de développement de la discipline. Cette discipline, elle se construit nécessairement dans l'action, hein. Alors ça suppose effectivement une pratique réflexive collective et des débats sur notre métier. Débats des opérations comme celle-ci peuvent largement susciter. Et je pense que ce serait une bonne chose parce que le cloisonnement en sous-discipline du monde académique ne nous prépare pas beaucoup à engager ou poursuivre un débat qui ne se mène pas nécessairement à l'université sur comment est-ce que différentes sous-disciplines attirées par la question du travail se penchent sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du travail, mais donc à partir de référentiels qui peuvent être des référentiels assez contrastés, hein. La formation de psychologue clinicien ne prépare pas spontanément à poser la question du rapport entre le sujet et son travail, sauf à considérer évidemment que le travail n'est juste qu'un contexte, c'est-à-dire un segment de la vie sociale. Donc on va le prendre là comme on pourrait le prendre à l'école, comme on pourrait le prendre dans sa vie conjugale. De la même manière qu'en psychosocial, on peut aussi travailler sur toute la problématique de la construction du lien social sans nécessairement s'arrêter au fait que le lien social au travail est médiatisé par la question du faire ensemble, et sûrement pas seulement de l'être ensemble, hein. Sauf à considérer que le monde du travail est un club med, mais en général on se rend assez vite compte que ce n'est pas le cas, quoi. Donc, dans un premier temps, les principales transformations du travail. Dans un deuxième temps, les principales demandes sociales d'intervention psychologique dans ce contexte de profonde mutation. Et puis, je terminerai par les transformations de la psychologie du travail. Alors, pourquoi? Parce que j'ai bien vu d'abord qu'il y avait beaucoup de contributions qui étaient portées sur les pratiques, sur les transformations des pratiques des psychologues dans le monde du travail. C'est fondamental. Et en même temps, je pense que c'est difficile d'aborder cette question-là sans poser en même temps la question des évolutions, des transformations de la discipline elle-même, hein. Ne serait-ce par exemple que quand on parle de travail pluridisciplinaire, comme il en a été beaucoup question ce matin, du coup c'est intéressant de se demander qu'est-ce que c'est que la psycho du travail aujourd'hui. Alors, rapidement, je vais dresser un tableau qui va être un peu schématique, hein, mais je veux faire vite. Quelles sont les principales grandes évolutions qui sont repérées, pas par la psycho du travail, hein, par les sciences du travail en général. D'abord, alors on peut le dire comme ça, en psycho moi je ne le dirais pas comme ça, mais bon, on peut parler de flexibilité. La flexibilité, c'est une caractéristique majeure, centrale, aujourd'hui de l'organisation du travail. Si on veut, on peut traduire ça assez aisément, c'est évident, en termes d'incertitude et de précarité. Alors, précarité de l'emploi, c'est sans doute ce à quoi on pense le plus spontanément. La réduction des CDI, le développement des CDD, la flexibilité externe, la sous-traitance et, quand même, cette question majeure, un chômage massif. Mais ce n'est pas seulement la précarité de l'emploi dont il s'agit et qu'on rencontre, hein, avec un impact très très puissant, c'est la flexibilité du travail. La flexibilité du travail, ça veut dire la valorisation et le développement de la polyvalence, la mobilité géographique et professionnelle imposée, les réorganisations internes multiples et chroniques, le turnover de l'encadrement, la réorientation des objectifs, etc. Bon, finalement, un accroissement majeur des ruptures et des transitions dans les trajectoires professionnelles.
c'est important parce que enfin, je développerai plus loin. Ça s'accompagne en même temps d'un accroissement de la responsabilisation des personnes elles-mêmes dans la gestion de ce qu'on appelle, de ce joli mot, l'employabilité. Finalement, c'est plus à la personne elle-même d'entretenir cette employabilité. Et donc, ça se traduit aussi par une montée en puissance des enjeux de professionnalisation. On voit des disparitions de métiers, la naissance de nouveaux métiers, la multiplication de ce qu'on appelle les métiers flous, les métiers flous, c'est-à-dire le flou de la prescription, le flou dans les positions dans l'organisation, le flou finalement de l'identité et du métier. Bon, ça c'est donc une première grande caractéristique, la précarité. Deuxième grande évolution, l'intensification du travail. L'intensification du travail, c'est bien sûr la pression temporelle sur le travail. Il y a une exigence accrue de productivité, une activité en flux tendu. Il s'agit d'ajuster la production aux exigences du marché, zéro stock, zéro délai, zéro défaut. Zorro, autrement dit. Le travailler plus pour gagner plus. Si vous vous intéressez un petit peu à la question du travail et des sciences du travail, et on est un peu contaminé par ça nous aussi, je trouve que c'est vraiment un secteur où on retrouve la force des slogans. C'est intéressant quand même de repérer que ça marche. Alors, c'est une intensification qu'on ne peut pas réduire seulement à la question, on va dire classiquement, de l'augmentation des cadences. Aujourd'hui, quand on parle d'intensification du travail, on parle aussi de densification et de complexification du travail. Donc on va intégrer l'impact lié à la croissance exponentielle des nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais aussi la pression des clients, mais aussi l'obligation de décider dans l'urgence, le fait de se retrouver très très fréquemment dans l'obligation, et alors là les psychologues en connaissent un rayon aussi, d'être obligé d'arbitrer entre des objectifs qui sont en fait des objectifs contradictoires, l'envahissement de la vie privée par le travail. Bon. Deuxième grande caractéristique, donc l'intensification du travail. Troisième grande caractéristique, l'individualisation du travail. L'individualisation du travail qui est liée à la précarité de l'emploi et à la mise en concurrence des salariés et des demandeurs d'emploi. L'intensification du travail qui réduit donc bien sûr les temps d'échange sur le travail. L'individualisation de la GRH. La GRH a connu un tournant fondamental. Tout est individualisé. Ce n'est pas seulement l'entretien annuel d'évaluation, c'est les horaires de travail, c'est les niveaux de rémunération, c'est les carrières, c'est les critères de recrutement, exit les qualifications, promotion des compétences. Bon, il y a vraiment une orientation massive du côté de la GRH et du côté justement de cette individualisation. Et ça s'accompagne bien sûr par la précarisation. Alors, je ne dirais pas pour ce qui me concerne des collectifs de travail, je suis personnellement gavée, si je puis dire, par la formule collectif de travail, parce que je trouve que ça ne veut rien dire. Venant moi-même de la psychosociologie ou de la psychologie sociale clinique, je sais ce que c'est qu'un groupe, je sais ce que c'est que des phénomènes de groupe. Je sais que bien souvent, d'ailleurs, au travail, on a plutôt affaire à des phénomènes de groupe, des processus de groupe, et que le collectif de travail serait finalement plus un processus qu'un état qui permettrait, on va dire, d'ordonner les relations de travail autour d'un principe de coopération. Et on est loin donc d'avoir affaire nécessairement à des collectifs de travail. Donc, en tout cas, la précarité des appartenances, d'une manière générale, que ce soit des appartenances dans des équipes ou que ce soit des appartenances de métier. Ça s'accompagne bien sûr d'une montée en puissance de l'isolement et de la solitude au travail. Il y a des travaux très intéressants qui repèrent ça. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on voit aussi d'autres travaux se multiplier sur la problématique du soutien social au travail. Alors, c'est pas simplement que, si vous voulez, il y a individualisation. Il faut l'associer, ce constat-là, à une autre idée fondamentale, c'est que du coup, il y a une exigence
beaucoup plus importante qu'avant, d'une activité et d'une expérience incessante de fabrication des repères collectifs qui sont nécessaires au travail. Et il y a aussi une activité incessante de positionnement et repositionnement dans des réseaux, dans des équipes, dans des groupes de travail, etc. Donc, c'est comme si il fallait en permanence remettre le métier à l'ouvrage pour repenser finalement quelles sont nos règles partagées, quels sont les principes partagés, comment est-ce qu'on travaille ensemble. Une fois qu'on a réussi à construire un peu ça, il faut recommencer du fait des changements de métier ou des changements d'équipe. Quatrième, je crois, grande transformation, de nouveaux principes d'organisation du travail, de plus en plus loin du travail. Alors, on a une montée en puissance des contraintes de productivité et de rentabilité qui se traduit notamment par une montée en puissance aussi des procédures. De procédures de tout type, hein. Je prends l'exemple parce que c'est sans doute le plus caricatural des certifications qualité. Autant de contraintes, si vous voulez, qui réduisent les marges d'autonomie dont disposent les salariés. Et ces prescriptions, ces procédures étant élaborées extrêmement loin, et je dirais de plus en plus loin de la réalité du travail au quotidien. La distance au travail réel se creuse. On a finalement de plus en plus un management virtuel, loin du terrain, avec une montée en puissance d'une approche gestionnaire du travail qui segmente les problèmes. Alors, vu du côté des psys, par exemple, on peut nous solliciter sur le dossier RQTH, on peut nous solliciter, mais ce n'est pas le même dossier, hein, donc ce n'est pas les mêmes interlocuteurs non plus, sur le dossier RPS. On peut nous solliciter sur le dossier expertise CHSCT, construction du document unique. On peut nous solliciter, bien sûr, dans une opération de recrutement. On peut nous solliciter pour accompagner une réorganisation de service. Bon, mais tout ça, ce sont des dossiers différents et des interlocuteurs différents qui ont eux-mêmes des spécialisations différentes, dont le job est aussi de produire un certain nombre de prescriptions, d'orientations, sans que nécessairement la compatibilité de ces orientations respectives soit posée. Or, c'est in fine, sur le terrain, on va dire, dans l'activité au quotidien, que devra donc être gérée la question des arbitrages, des compromis entre ces différentes directives, principes, objectifs. Et puis enfin, dernière grande transformation, mais c'est la transformation des travailleurs eux-mêmes. Les travailleurs d'aujourd'hui ne sont plus ce qu'ils étaient. Il y a un accroissement des niveaux d'instruction, il y a une familiarité beaucoup plus grande avec les objets techniques. On a aussi des travailleurs qui sont beaucoup plus des travailleuses, avec un taux d'emploi de 84% pour ce qui concerne les femmes, de plus en plus de seniors. Vous savez que nous sommes amenés à travailler de plus en plus longtemps. Ça s'accompagne aussi du même coup de plus en plus de personnes malades, vivant au travail, vivant leur vie, mais vivant aussi au travail avec une maladie chronique. C'est le développement des maladies chroniques étant lié à la fois au progrès de la médecine, mais aussi à l'allongement de la durée du travail. Et puis enfin, la transformation des systèmes de valeurs qui interviennent dans la régulation entre vie professionnelle et vie extra-professionnelle. Bon, on n'a pas fait le tour de la question, mais voilà, en tout cas, ce sont les principales évolutions. Alors, si on peut mettre ça, bien sûr, en perspective avec les demandes qui sont adressées aux psychologues. Il y a une multiplication de demandes qui nous viennent, on va dire, du monde du travail, et avec une diversification aussi. Hein. Le classique psychologue du travail de l'époque, on va dire, de la naissance de la psychologie du travail, chargé de la sélection, hein, ça n'est qu'une infime facette aujourd'hui de ce qui est demandé aux psychologues du travail. Donc du coup, évidemment, la question centrale qui finit par se poser, et qui se pose, à mon avis, d'autant plus centralement qu'il y a des débats qui sont, je dirais, insuffisamment menés
en psycho sur la discipline qui nous prépare à intervenir dans ce champ-là, il y a une question centrale, c'est finalement qu'est-ce qui relève de notre métier de psychologue et qu'est-ce qui ne relève pas de notre métier de psychologue. C'est pas parce qu'on nous fait des demandes, et a fortiori c'est pas parce qu'on nous adresse des commandes qu'on a à y répondre. Je veux dire, on peut aussi simplement considérer que, ben non, l'adresse n'est pas la bonne, ça ne relève pas de notre métier. Donc c'est aussi la question de nos propres limites, limites en termes de compétences et limites déontologiques, bien sûr. Je vais m'arrêter, je vais privilégier en fait deux champs, qui sont deux champs en développement, très fort développement. Là aussi, ce sera nécessairement schématique parce qu'il y a une diversification très grande. Il y a d'abord un champ qui est extrêmement important qui tourne autour des nouveaux enjeux de professionnalisation et toutes les déclinaisons de cette question. Comment est-ce qu'on accompagne les changements des trajectoires professionnelles, les changements des métiers et les changements du travail? Par exemple, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui des pratiques d'orientation, des pratiques d'insertion? Comment est-ce qu'on accompagne les processus de professionnalisation? Bon, ça c'est un énorme chantier qui a fait l'objet d'ailleurs du programme de la dernière journée d'études de l'Association française de psychologie du travail et des organisations tout récemment, hein, en mars 2015 à Toulouse, où effectivement, je veux dire, les professionnels de la psycho du travail et des organisations se sont saisis là d'une question majeure pour travailler sur notre propre travail. C'est-à-dire comment est-ce que nous travaillons dans ce champ d'exercice. Il y a, je pense aussi, un élément qui est révélateur des besoins énormes ici, c'est la multiplication des demandes de groupes d'analyse des pratiques professionnelles dans des secteurs d'activité où jusqu'à maintenant cette question n'était pas posée. On sait que dans le secteur sanitaire et social, depuis fort longtemps, il y a ce qu'on appelle indifféremment ou à peu près les groupes de supervision, les groupes d'analyse des pratiques. Bon. Maintenant, on peut trouver de telles demandes dans l'industrie, dans le secteur bancaire. Enfin, je veux dire, vous voyez, on est loin quand même d'une tradition sur ce registre-là. Ça montre, je pense, effectivement, les besoins du côté des ressources qu'on cherche à mobiliser pour ces processus de professionnalisation. On a besoin aujourd'hui de nouvelles approches pour répondre aux besoins d'accompagnement à l'orientation des personnes. Les perspectives d'emploi, évidemment, elles sont beaucoup moins prévisibles, les transitions sont beaucoup plus fréquentes et beaucoup plus difficiles. Alors, si vous voulez, le repère qui était pendant des années quand même celui qui était un opérateur fondamental dans ce secteur d'activité, c'était l'idée de la construction de la carrière. Bon, la construction de la carrière aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de compliqué à penser. Donc, on utilise effectivement beaucoup moins le terme de développement de carrière. Et donc, on observe en fait un changement dans les objectifs des interventions des psychologues dans ce secteur d'activité. Il s'agit moins d'orienter que d'apprendre à s'orienter tout au long de la vie. Il y avait classiquement, on va dire, trois grands courants dans le champ du conseil en orientation et dans l'accompagnement à l'insertion, la réinsertion. Il y avait un courant qu'on pourrait dire diagnostic et prescription, un peu sur le modèle d'une consultation médicale, une batterie de tests, un diagnostic, des préconisations, une orientation vers ce qui serait donc la bonne voie, entre guillemets, à prendre. On connaît aussi un autre courant qui est le courant dit non directif, centré sur la personne, avec un référentiel fort du côté de Rogers. C'est un courant qui a eu un impact considérable sur les pratiques des conseillers d'orientation. Et puis aujourd'hui, on voit un courant plus récemment se développer et en fait prendre le pas sur les autres, qui est ce qu'on appelle le courant du développement vocationnel, qui repose donc sur une conception éducative et développementale de l'orientation. Deuxième grand champ d'exercice qui correspond donc
à une explosion des demandes autour de la problématique santé au travail. Alors bien sûr, cette problématique, elle fait l'objet de préoccupations sociales, mais aussi de mobilisation très très forte, hein, peut-être à la mesure évidemment des dégâts, on va dire, du travail. Cette mobilisation, elle est perceptible au plan médiatique. Ce tournant, il s'est amorcé, je crois, à l'occasion notamment de l'affaire de l'amiante, hein, c'est-à-dire quand l'INSERM a annoncé en 1996 qu'on attendait 100 000 morts d'ici 2025 en termes de pronostics, hein, cancer de l'amiante, et puis bien sûr l'action des associations de victimes. Donc le risque professionnel est devenu là l'objet de traitements médiatiques, beaucoup plus qu'auparavant. Sans doute aussi parce que les conditions de réception de ces messages se sont transformées. Hein. C'est vrai que la santé, la préservation de la santé, l'idée qu'il nous faut développer notre propre santé, c'est devenu des préoccupations socialement valorisées. Bon, cette affaire de l'amiante, elle a relancé plus globalement la question de ce qu'on appelle aujourd'hui l'exposition au risque, l'exposition aux toxiques. Alors le stress, la souffrance au travail, le harcèlement moral bien sûr, les suicides liés au travail, et donc ce nouveau truc, je dis ce nouveau truc, je devrais quand même être plus sérieuse, cette nouvelle catégorisation des risques instituée, donc j'entends les risques psychosociaux. Voilà. On voit donc la reconnaissance du psychisme dans le travail sous le registre de l'altération. Et c'est une porte d'entrée massive, c'est une porte d'entrée pour nombre de psychologues, et je ne dirais d'ailleurs pas seulement de psychologues du travail, je dirais pour nombre de psychologues. Je voudrais quand même ajouter le fait que ces projecteurs qui sont placés par les médias, mais pas seulement par les médias, hein, par le politique aussi, s'est beaucoup mobilisé sur cette question-là. Il y a une cinquantaine de directives qui sont censées contribuer à la protection de la santé des travailleurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je n'ai pas le temps ici, mais disons peut-être cette idée-là quand même qui est fondamentale, c'est qu'aujourd'hui l'employeur n'est pas seulement tenu à une obligation de moyens en termes de santé et sécurité au travail, mais il est tenu à une obligation de résultat. Donc ça c'est quand même une rupture fondamentale avec les antécédents. Ça produit des déplacements multiples. Ça s'accompagne aussi d'ailleurs de l'affirmation de la co-responsabilité du donneur d'ordre et des sous-traitants. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, disons qu'il y a la reconnaissance d'une tendance forte à l'externalisation des risques, et donc la nécessité de contrer cette externalisation des risques. On a, en même temps que se multiplient directives, rapports, plans d'action gouvernementaux, etc., une multiplication des ressources en termes d'instances de gouvernance et en termes d'instances d'expertise, de conseil, de contrôle. On pense bien sûr évidemment au CHSCT, mais à l'INRS, à la CRAM, à l'ANACT, à l'AFSET, etc., etc. Bon. On a donc un important appareil de mesures et de services qui sont susceptibles de relancer la dynamique préventive en matière de santé et sécurité au travail. Je voudrais quand même dire ici que d'abord il n'est pas nécessairement évident que les résultats soient à la mesure de la mobilisation que je viens rapidement d'évoquer, c'est le moins qu'on puisse dire, et puis peut-être souligner aussi que on a du même coup une tendance, y compris entre nous, hein, enfin en psychologie, et dans nos activités et dans nos modes d'intervention, une tendance à privilégier une problématique santé et travail réduite à celle de la dégradation de la santé par le travail. C'est-à-dire penser le rapport santé et travail, ce serait penser les déclinaisons de l'altération, de la dégradation, de la fragilisation de la santé. C'est un peu embêtant,
c'est même très très embêtant, parce que ça laisse complètement du coup de côté le rôle déterminant du travail dans le développement et la construction de la santé. Si nous nous intéressions, je dis nous parce que je pense que les psychologues sont très directement concernés par cette remarque, si nous nous intéressions, socialement parlant, à la santé des sans-travail, peut-être que du coup nous serions en capacité d'avoir une approche de la problématique plus exhaustive, on va dire, plus dialectique, et peut-être plus intéressante, y compris dans les milieux de travail. Cette focalisation sur les effets délétères du travail sur la santé, ça relègue aussi aux coulisses non seulement les dégâts, on va dire, du désœuvrement imposé, que ce soit par le chômage externe ou par le chômage interne, j'entends le placard. Cette focalisation, elle laisse aussi aux coulisses des investigations autour de la problématique santé et travail quand le travailleur vit avec une maladie, des séquelles d'accidents du travail ou d'accidents de la vie. Autrement dit, quel est l'impact d'une santé précaire sur le travail et sur la vie au travail? C'est un champ d'investigation qui, je pense, ceci dit, va progressivement sortir des oubliettes, peut-être grâce, entre guillemets, à la montée en puissance d'une autre problématique qui est en fait très proche de cette question de santé précaire, c'est celle du vieillissement au travail. On est obligé vraiment de s'intéresser à la question du vieillissement au travail aujourd'hui, et finalement les recommandations ou les réflexions qui peuvent être suscitées par ce chantier vieillissement au travail sont très proches de ce qu'on peut rencontrer sur la problématique maladie et travail. Je vais terminer donc cette intervention par quelques mots sur qu'en est-il de la psychologie du travail et des pratiques des psychologues à l'épreuve de ces mutations contemporaines. Il y a une véritable attractivité de ce champ d'exercice pour beaucoup de psychologues. On voit, et on va le voir, je pense d'ailleurs dans un symposium cet après-midi, nombre de psychologues qui ne sont pas des psychologues du travail, a priori, qui ont plutôt suivi un cursus dans la division, encore une fois, académique, qu'on connaît bien, l'unité de la psychologie. Lagache est mort depuis longtemps, si je puis dire. Il y a une vraie division académique de notre discipline qui ne va pas en s'arrangeant. Mais alors du coup, quand on arrive à poser la question de la construction du métier du psychologue dans le monde du travail, quels sont les espaces de discussion et comment construire cette question. Est-ce que seuls ceux qui ont un diplôme de psychologie du travail seraient autorisés à considérer qu'ils sont les seuls légitimes à faire ce boulot-là? Bon, déjà, ça se discute, puis ça se discute d'autant plus qu'à l'intérieur même, il y a différentes... je veux dire, en psycho du travail, moi j'ai toujours un peu pensé, c'est ce qui fait, de mon point de vue, la richesse de la psycho du travail, c'est que c'est une sous-discipline de la psycho qui rassemble toutes les autres sous-disciplines de la psycho. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la psycho du travail, vous avez des orientations avec une psychosociale plutôt dominante, une psycho de la santé plutôt dominante, une psycho du travail avec un référentiel à l'ergonomie, à la question de l'activité plutôt dominante. Là, il y a des débats, par exemple, est-ce que les cliniciens du travail sont des vrais psychologues du travail et réciproquement. Bon, donc déjà, il y a matière à débattre, je veux dire, entre nous, entre guillemets, au sein de l'orientation psycho du travail. Mais alors, je ne vous cause pas des débats intenses qu'il va nécessairement y avoir à partir du moment où on va entrer en dialogue avec les cliniciens, les psychologues cliniciens, qui viennent, à partir d'une formation en psychologie clinique, faire du soin individuel dans les milieux de travail. Ils sont énormément demandés. On a la même chose du côté, par exemple, de la psychologie de la santé. Parce que les risques psychosociaux, c'est bien parce que ça se mesure. Je veux dire, on peut, en psycho de la santé, cette orientation-là, elle est fortement représentée. Alors, comment discuter
de notre métier, si tant est qu'il y a un métier. Il y a bien une profession, si on considère que la profession est liée au titre, est liée à la détermination, on va dire, d'un champ dont on contrôle, un champ d'exercice dont on contrôlerait l'accès. Voilà, on pourrait le dire comme ça. Le métier, c'est autre chose. Hein. Est-ce qu'il y a un métier? Je me pose la question. En tout cas, je pense que ça vaudrait le coup d'engager des discussions entre psychologues intervenant dans le monde du travail sur ce qu'on entend par travail. Parce que je suis bien... Enfin, il me semble qu'on ne parle pas du tout de la même chose à certains moments. Est-ce qu'on parle de travail? Il n'y a pas que nous, hein, le terme travail est très polysémique, donc ça ne fait qu'accroître la complexité de l'affaire. Le travail, on l'entend comme emploi, on l'entend comme profession, on l'entend comme tâche, comme activité, comme condition de travail. Est-ce que dans l'approche de la problématique du travail, on intègre la question du hors-travail? Bon, pour ce qui me concerne, je milite très franchement autour de l'idée que pour moi le travail c'est une activité d'abord. Et c'est peut-être par l'approche justement de l'activité qu'on arrive à poser la problématique de la subjectivation dans l'activité. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, j'ai pas le temps, je vois bien le papier qui se prépare, qui va m'arriver. Donc il faut... Non, mais je plaisante, mais je sais que puis j'ai vraiment envie qu'il y ait quand même quelques minutes pour discuter, bien sûr. Je pense, pour ce qui me concerne en tout cas, je m'appuie toujours sur Toscaïès, encore une fois. Toscaïès qui écrit dans son petit livre qui a pour titre Le travail à l'hôpital. Il dit « Il ne faut pas confondre le concept d'activité avec la simple prestation de mouvement, voire d'efforts consentants, d'application et d'endurance, soumis au désir du maître d'école ou du maître d'œuvre. » Alors, le cœur de la citation pour moi est le suivant. Activité veut dire activité propre, personnelle et personnalisante. Activité qui part et qui s'enracine dans le sujet actif pour s'épanouir le cas échéant dans un contexte social. Le concept d'activité n'appartient en propre à personne, à aucune discipline, sous-discipline, et il y a aussi, là je pense, véritablement matière à échanger sur ce vaste chantier. Je dirais quand même que je voudrais rappeler avec Jacques Curie. Jacques Curie a écrit un très beau texte où il signale le tournant qui a été opéré dans les années 60 par la psychologie du travail, une psychologie du travail qui se recentre justement sur l'activité en considérant que le travail n'est pas déterminé exclusivement, bien sûr, par des déterminants externes, c'est-à-dire le milieu de travail, les conditions de travail, ni par des déterminants internes qui sont mesurés par les batteries de tests, par exemple dans les procédures de recrutement. Ce qui est fondamental, c'est l'activité comme processus dynamique qui transforme à la fois les déterminants externes et le travailleur lui-même, donc ce qu'on pourrait appeler les déterminants internes. Je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus nettement, en psychologie du travail, le travail renvoie à l'activité. Je crois, me semble-t-il, même s'il y a des débats pour le coup sur quelle conception de l'activité. Cette avancée-là en psycho du travail, je ne suis pas sûre du tout qu'elle soit réalisée dans d'autres sous-disciplines de la psychologie qui investissent le champ du travail. Travailler sur la question de l'activité, ça permet aussi de travailler sur la créativité. C'est-à-dire, si on se réfère à l'idée que le sujet au travail n'est en aucune manière et jamais un simple exécutant des consignes de travail qui lui sont données, si l'activité n'est jamais la tâche, ou le travail réel ne correspond jamais au travail prescrit, ça veut donc dire que dans cet écart se joue la construction du sujet, la construction de la santé, la construction des règles partagées, puisque du coup la règle
la procédure n'est plus un opérateur suffisant pour guider les pratiques individuelles et collectives. Bon. Et on ouvre à ce moment-là la porte à la question de la créativité, de l'inventivité, de l'initiative, bref, du développement individuel et collectif dans le travail, ce qui nous permet aussi du même coup de ne pas rester scotché exclusivement à la question des dégâts du travail. On pourrait poursuivre en disant que du côté des évolutions, donc je vous disais que Jacques Curie a pointé le tournant dans les années 60 opéré par la psycho du travail dans un texte excellent. Je poursuivrai en disant que on a vu ensuite une extension de l'analyse de l'activité, ou une extension des débats sur l'activité, et à mon avis on est loin d'avoir fait le tour. Par exemple, est-ce que l'activité c'est ce qu'on fait pour de vrai, au sens de travail réel, mais au sens de travail réalisé, ou est-ce que l'activité c'est aussi ce qu'on fait sans arriver à le faire, pour avoir par exemple travaillé sur la question de la mise au placard. J'étais, je dois dire, au début particulièrement étonnée de voir l'état de fatigue avancé des placardisés. Comment est-ce qu'on peut comprendre l'état de fatigue avancé de gens qui ne font rien toute la journée puisqu'on ne leur donne plus de boulot? C'est que vraisemblablement la part de l'activité refoulée, contrariée, empêchée est énorme. C'est vrai aussi pour les demandeurs d'emploi. Il y a eu aussi, je pense, une évolution très importante qui nous vient encore une fois de Toulouse d'ailleurs, de l'équipe de Toulouse. Je pense à la façon dont ils ont initié ces réflexions sur le rapport entre travail et hors travail. Ce qu'on pourrait appeler finalement l'unité dialectique des activités humaines. L'idée que l'homme est engagé dans différents domaines de vie, que ces différents domaines de vie sont aussi toujours des domaines d'activité, et que, bien sûr, sauf à considérer que le clivage est possible, il peut être stimulé, il peut être sollicité, il ne peut pas tenir à la longue. Je n'adhère pas du tout, par exemple, avec la formule qui est que le travail permet de sortir de soi. Je considère que quand on sort de soi, on n'est pas loin de l'hôpital psychiatrique. Donc je maintiens qu'il y a des enjeux de continuité de soi, y compris bien sûr dans l'activité professionnelle, mais aussi dans la liaison entre ce qu'on investit au travail et ce qu'on investit ailleurs. Voilà, les différents champs d'investissement. Et puis, enfin, peut-être que, puisqu'il s'agissait d'essayer de faire un petit tour d'horizon des principales transformations, évolutions sur ces 30 dernières années, je pense qu'on doit noter sans doute la naissance de la clinique du travail. Alors, j'hésite à parler de la clinique du travail ou des cliniques du travail. Pour ce qui me concerne, elles sont fondamentalement ancrées en psycho du travail. Je ne peux pas concevoir une clinique du travail qui soit à côté, sauf bien sûr à reconnaître, et c'est vrai, que la clinique du travail n'est pas faite que d'orientation en psycho, puisque on va identifier la psychodynamique du travail avec les travaux de Christophe Dejour, on va identifier les travaux de Yves Clos avec la clinique de l'activité, on va identifier des travaux plutôt du côté de la psychosocio du travail avec des gens comme, ou de la psychologie sociale du travail avec des gens comme Gérard Mendel ou Jacques Curie, l'équipe de Curie ou moi-même ou d'autres. Tout ça me semble très explicitement inscrit dans le cadre de la discipline psychologie. Maintenant, on peut aussi reconnaître qu'en clinique du travail, on a des collègues qui sont des sociologues, cliniciens du travail, des médecins du travail qui développent l'orientation clinique médicale du travail, des ergologues qui sont des philosophes comme Yves Chartres par exemple, qui s'inscrit dans... Et de même, je pense bien sûr que l'ergonomie, en tout cas l'ergonomie de l'activité, l'ergonomie de langue française, s'inscrit dans cette perspective. Donc on est plutôt, à mon avis, dans des champs, si vous voulez, dans des réseaux, voilà, dans des réseaux qui ne sont pas encore véritablement bien construits comme réseaux. De mon point de vue, pas suffisamment, mais il y a des avancées évidentes. Et
si on pouvait cesser les cloisonnements, je suis passionnée par l'enjeu de la pluridisciplinarité, c'est-à-dire comment travailler avec d'autres professionnels. Je pense que la construction du métier, replié sur son propre métier, ça ne va pas. L'autarcie, ça amène tout droit au corporatisme et tout le monde est perdant dans cette dynamique-là. Donc le métier se construit dans la confrontation avec d'autres, mais en même temps, au sein même de notre métier de psychologue, je pense qu'il y a des débats énormes à avoir sur ce qu'on fabrique dans le monde du travail. Pourquoi on y va, pour chercher à construire quoi, et dans quelles limites. Je dirais que, et ce sera ma conclusion, on a vraiment un développement de la psychologie du travail, un développement qui passe sans doute d'ailleurs par une complexification des axes d'analyse. Il faut intégrer à la fois les dimensions physiologiques, cognitives, relationnelles, psycho-affectives, pour penser la question du rapport au travail, tout en considérant que le travail, c'est pas seulement le travail salarié, que c'est toujours quelque chose qui est au carrefour à la fois d'une construction organisationnelle, mais aussi d'un projet de vie. Bon, c'est d'une richesse incroyable, mais c'est aussi très, très complexe. Et je pense que la psychologie du travail ne peut se développer que par cette complexification. Je pense qu'on a gagné beaucoup aussi en psycho du travail en ancrant le développement de la discipline sur les pratiques professionnelles. Autrement dit, en sortant du laboratoire. Vous voyez, les thèses sur... on réunit 10 étudiants en psycho dans une salle à l'université et on leur fait passer je ne sais pas quel test à partir duquel on tire des enseignements pour penser des phénomènes individuels ou collectifs en situation de travail. Bon, la réduction de l'artificialisme, la réduction de la distance aux réalités du terrain, je pense que c'est fondamental. Du coup, ça renvoie à cette idée centrale que le développement de la discipline, le développement de la psycho du travail s'appuie essentiellement sur la recherche-action et que ça, du coup, ça a des incidences très fortes, c'est-à-dire que ça suppose au moins deux choses. Ça suppose qu'il y ait des espaces pour se faire. Alors là, je pense que des associations comme la Fédération, mais aussi comme l'association française de psychologie du travail et des organisations, mais aussi les associations, alors il y a une représentation forte ici d'associations comme Reliance ou d'associations comme PELT, bon, des associations de professionnels, dans une liaison avec le monde universitaire, parce que je pense que si on a un monde universitaire d'un côté et des praticiens de l'autre, comme disent mes enfants, ça ne va pas le faire, quoi. Vous voyez, il va y avoir un problème, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir penser au niveau de la formation des problématiques qui sont aujourd'hui des problématiques qui sont incontournables dans la pratique professionnelle. Donc, créer les espaces d'échange, il faut faire en sorte que nos associations soient moins clivées, on va dire, d'un côté les associations de professionnels et d'un autre côté les associations d'académiques. Et puis, je pense aussi qu'on aurait tout à gagner à analyser notre propre travail, vous voyez, c'est-à-dire utiliser les méthodes, les outils qu'on mobilise habituellement dans nos pratiques quand on intervient dans le monde du travail, mais qu'on s'applique à nous-mêmes les méthodes d'analyse du travail pour éviter que nos échanges soient plus centrés par des déclarations de principe ou un enfilage de perles du côté des représentations que nous avons de ce qu'il conviendrait de faire, quoi. Parce que ça, c'est des débats... en tout cas, pour ce qui me concerne, quand j'interviens dans le monde du travail, les discussions sur le yaka faut que, j'essaye dans la mesure du possible qu'elles ne durent pas trop longtemps. Parce que ça ne va pas faire avancer beaucoup le schmilblick. Par contre, si on prend au sérieux l'analyse du travail tel qu'il se fait, alors là, on ouvre
un espace de réflexion et d'élaboration et d'échange absolument énorme. Donc je crois que c'est très important aussi pour nous, et en plus on dispose de ça. Du coup, ça me permet juste de terminer en disant que peut-être la psycho du travail pourrait servir au métier de psychologue, qu'il travaille dans le champ de l'enfance, de l'insertion, de la délinquance, de je ne sais pas quoi. Hein. Il y a une segmentation par champ d'exercice, ce qui est très intéressant, mais en même temps, si on pense la question du métier de psychologue, peut-être qu'on peut demander à la psycho du travail de se mettre au boulot sérieusement sur notre propre métier, notre propre travail. Voilà, je vous remercie. Je dois dire que pour la modératrice que je suis, c'est exceptionnel. Les 3/4 d'heure sont tenus minutes en main. Bien, y a-t-il quelques questions? Le micro. Je ne sais pas où est le micro. Oui, voilà. Ah voilà, il y a un micro ici. Donc, quelques questions. On peut se donner un petit quart d'heure de manière à ce que vous ayez quand même le temps d'aller déjeuner avant le symposium qui débutera, les symposia qui débuteront à 14h15. Bonjour, José de Valverde, conseiller d'orientation psychologue, membre associé au LATI Paris 5. Alors ma question, sachant qu'à Paris 5 on travaille beaucoup sur la créativité, vous avez parlé de créativité, et j'aimerais que vous précisiez un peu plus l'importance finalement de cette créativité dans le, dans le travail, et finalement qu'est-ce qui peut arriver lorsque le travail prescrit est trop contraignant et empêche la créativité de se développer chez l'individu? Merci. Je réponds. Il y a pas mal de choses qui sont déjà disponibles, si je puis dire, de travaux sur cette problématique. Si vous voulez, si on pense donc le décalage entre tâches et activités, ça veut donc dire que les gens ne font pas seulement avec ce qui est donné. Il va y avoir du créer. Alors, tout le monde ne mobilise pas Winnicott pour penser la créativité au travail. Hein. Mais quelqu'un, par exemple, comme Gérard Mendel, s'est beaucoup appuyé justement sur le jeu, J-E-U, pour penser le travail et la part des processus, des phénomènes transitionnels dans le travail et, disons plus globalement, la problématique de la créativité au travail. Ceci dit, sans mobiliser un psychanalyste, on peut se référer à De Certeau qui travaille sur ce qu'il appelle les arts de faire. On peut mobiliser bien sûr classiquement d'Étienne et Vernant, la métisse, l'intelligence pratique, l'intelligence rusée. Bon, il y a plein de manières, si vous voulez, différentes, mais assez complémentaires, qui cherchent toutes à penser, conceptualiser, analyser, le créer dans l'activité. Puisque travailler, c'est nécessairement mettre à l'épreuve le projet, mettre à l'épreuve la procédure. On va éprouver dans l'activité les limites de ce dont nous disposons pour faire. L'activité, c'est d'abord une formidable épreuve de réalité. Et à l'occasion de cette épreuve de réalité, c'est aussi la confrontation au réel dont il s'agit. Et la confrontation au réel, la confrontation aux empêchements, aux difficultés, aux incompréhensions, aux galères, n'indexe pas nécessairement à la psychopathie du travail sur le mode souffrance au travail, malaise au travail, voire pathologie, psychopathologie. La confrontation aux empêchements, c'est aussi une sollicitation à l'invention, à l'inventivité.
c'est sous ce double registre, si vous voulez, que je pense qu'il est intéressant de travailler. Ça évite de penser, par exemple... C'est ce que De Jour dit ça, d'une certaine manière. De Jour dit la souffrance est première, mais il y a une souffrance pathogène et une souffrance créatrice. De Jour dit ça dans la reprise grand public des travaux de psychodynamique, on n'entend que la souffrance pathogène. Ce qui permet du coup, dans les débats en général bienveillants qu'il y a dans notre communauté, de dire que De Jour est monomaniaque de la souffrance. Non, il n'est pas monomaniaque de la souffrance. Je pense qu'il y a toujours, et depuis le début, hein, depuis la naissance de la psychopatho du travail, il y a toujours eu deux questions, quoi. Est-ce que le travail peut être source de maladie mentale, hein, c'est comme ça, dans ces termes-là que c'était posé, en tout cas au début, et est-ce que le travail peut être thérapeutique? Dès le début, il y avait ces deux questions. La psychopatho du travail, c'est sûrement pas seulement est-ce que le travail altère la santé psychique. Tosquelles, par exemple, il a vraiment travaillé sur la naissance de l'ergothérapie. C'est le travail comme instrument thérapeutique, le travail comme opérateur de santé. Bon, c'est des problématiques qui sont fondamentales aujourd'hui encore, hein, à condition de s'intéresser, par exemple, d'un peu plus près à ceux qui n'ont pas de travail. Ou à condition de s'intéresser justement à la sollicitation, à la créativité dans l'activité, qui peut être, vous avez tout à fait raison de le souligner, empêchée par la réduction des marges de manœuvre, pour parler comme une ergonome, dans le travail. Je pense par exemple, si on prend, il n'y a pas longtemps, faire une intervention en centrale nucléaire, c'est typiquement, si vous voulez, un milieu de travail où la surprocéduralisation d'une industrie à haut risque réduit au maximum les marges de manœuvre. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, ça veut dire que par contre, le travail réel va s'effectuer dans la clandestinité. C'est que les gens vont cacher ce qu'ils font. Autrement dit, si vous voulez, ils ont trois gros boulots à faire, quoi. Il faut qu'ils produisent de l'électricité, il faut qu'ils cachent la réalité de leur manière de faire, et il faut qu'ils construisent un simulacre de leur propre travail, de telle manière que le simulacre soit conforme à la procédure. Ils sont fatigués, hein. Merci. Bien, on va essayer peut-être d'avoir encore quelques questions et peut-être des réponses un tout petit peu plus courtes, de manière à offrir justement un espace d'échange aux participants, sans vouloir te frustrer, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est justement le lien avec les interventions et les situations réelles, hein, qui permettent d'éclairer ce que tu as pu dire de manière plus générale. Donc, y a-t-il d'autres questions? L'hypoglycémie coupe les accès aux neurones et à l'habilité légendaire chez les psychologues, non? Ma question aussi était sur la créativité. Dans le travail, la question est toujours, me semble-t-il, même si je ne suis pas spécialiste, hein, je suis psychologue clinicien, a toujours eu lieu, hein, de tout temps. Hein. On a toujours connu la pression qui s'est exercée sur on va dire les travailleurs, les employés. En quoi aujourd'hui cette créativité est plus difficile à mettre en œuvre? Enfin, je le constate tous les jours, bien évidemment. Hein. Enfin, est-ce que c'est parce que on est très en difficulté pour faire attention aux autres, hein, à son voisin de travail, aux personnes qui constituent l'équipe? Enfin, c'est une question qui m'interroge.
C'est-à-dire, la créativité me paraît très importante aujourd'hui, effectivement, à réfléchir, mais pourquoi est-elle si difficile? Il me semble que à d'autres périodes, même si les conditions de travail, enfin la réalité du travail était parfois très dure, hein, et la souffrance existait également, en quoi elle est différente aujourd'hui? Et... Je pense que c'est un énorme... Enfin, c'est très intéressant. Je crois que j'ai pas de réponse toute faite à cette question-là. Simplement, je dirais que ce qui peut être un élément de réponse, c'est l'isolement et l'intensification. C'est l'isolement et l'intensification. Je cours, hein? Oui, j'ai juste une question courte. J'ai juste une question encore courte. Je suis Karine Thib. Je vois pas qui est-ce qui parle. Nous ne voyons pas. Où êtes-vous? Ah, merci. Là. Je travaille avec des réfugiés politiques qui, depuis quelques années, n'ont plus le droit de travailler. Les procédures qui mettent en œuvre, ou qui leur donnent le statut de réfugiés politiques et qui leur donnent la possibilité de rester sur le sol français sont extrêmement longues. Bon, il y a une réforme en cours qui veut raccourcir ces délais à 9 mois. En réalité, ça va rester de toute façon plus que 9 mois, mais enfin bon. Très souvent, ce sont des gens qui sont empêchés de travailler en clair pendant 3 ans, 2 ans, 3 ans. Voilà, et tous ceux qui travaillent avec les réfugiés politiques sont d'accord pour dire que cette interdiction d'une activité lucrative et qui a du sens rend beaucoup plus grave encore les traumatismes dont ils sont porteurs de toute façon. Voilà, donc ça m'a beaucoup intéressé ce que vous avez dit sur le défaut de travail et les conséquences psychologiques. Je crois qu'il y aurait sûrement une étude à faire sur ce phénomène-là et c'est assez terrifiant. Oui. Voilà, c'est tout. Mais je pense que, si vous voulez, les sciences du travail en général et donc la psychologie du travail, on a vraiment tout intérêt à sortir d'une conception étroite du travail réduite au salariat. Parce que du coup, ça nous permettrait par exemple de penser le travail au noir. Or, on fait exactement comme s'il n'y en avait pas en France. Il y en a de plus en plus. Du coup, on a aussi une vision franco-centrée de la problématique du travail dans toutes les sociétés, dans l'histoire, mais aujourd'hui encore, ne sont pas ordonnées à un travail sous contrat. Enfin bref, le salariat n'est pas le seul modèle d'organisation du travail. Et puis, ça permettrait effectivement de penser le travail des retraités, parce que de plus en plus de retraités travaillent. Vous voyez, je pense qu'on est vraiment enfermé dans une représentation du travail historiquement datée, quoi, à la naissance du salariat. Or, le travail, l'homme a toujours travaillé. Hein. Il n'y a pas de société sans travail. Hein. Et pour travailler dans les centres de rétention, alors ce sont des sans-papiers en attente d'expulsion. Moi, je travaille avec les salariés qui font du conseil juridique dans les centres de rétention. L'inactivité imposée par les 45 jours d'enfermement en rétention avant expulsion est insoutenable. C'est-à-dire qu'il y a la brutalité de l'arrestation et de l'enfermement conjuguée à une inactivité totale, contrairement à la prison où au sein de la prison, on organise des occupations. Voilà. L'occupation, c'est pas du travail. Une occupation, elle est placardisée. Eux, en tout cas, font clairement la différence entre le travail et l'occupation. Mais ça produit beaucoup de tentatives de suicide, d'automutilation en rétention, notamment.